Lutte contre l'insécurité, quelle armée face à l'hydre terroriste? La question a été analysée par l'expert en sécurité Mamadou Savadogo au JDS. Analysant l'attaque de Gaskindé, l'expert préconise une formation en temps de guerre et la dotation des FDS de matériel logistique adéquat dans cette guerre stratégique. Journée mondiale de la santé mentale ce 10 octobre. L'occasion est bonne pour parler d'une maladie mentale négligée au Burkina Faso. Il s'agit de la dépression, considérée comme une maladie de blanc. Elle représente 12% des maladies mentales au Burkina Faso. Dans cette édition, vous aurez les témoignages de personnes qui ont été touchées par la dépression. Football, championnat national Ligue 1, enfin une victoire pour le RCK et le coach Amadou Sampo. Un match joué ce 9 octobre au stade municipal dans le cadre de la 4e journée du championnat national. Une confrontation qui a été émaillée de plusieurs décisions arbitrales controversées. On en reparle en fin de journal. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Quelle armée face à l'hydre terroriste? Cette question a été abordée au journal du dimanche soir du 9 octobre 2022. Et pour analyser la question, Mamadou Savadogo, expert en sécurité, a été invité. Il est revenu sur les récentes attaques meurtrières de Gaskindé et donné sa lecture sur la stratégie de combat des forces de défense et de sécurité. Il propose quelques pistes de solutions que l'armée burkinabé pourrait adopter pour venir à bout de l'hydre terroriste. Les autres détails avec Linda Sarah Kaboré dans ce premier reportage. Invité du journal du dimanche au soir du 9 octobre 2022, l'expert en sécurité Mahamoudou Savadogo est revenu sur l'attaque meurtrière de Gaskindé. Tout en déplorant les conséquences de cette attaque, l'expert en sécurité pointe du doigt la stratégie de l'escorte. Pour lui, escorter plus de 200 camions avec plus de 500 personnes dans ces conditions, c'est les amener à l'abattoir. Comment l'armée doit-elle s'y prendre pour éviter de telles erreurs? L'expert en sécurité répond. Lorsqu'on fait l'escorte, il y a un dispositif qu'il faut mettre en place. On choisit soit de faire la sécurisation des zones, c'est-à-dire on sécurise la zone avant que l'escorte n'arrive, et là on sait qu'on peut rouler sans problème, ou bien on fait une escorte normale conventionnelle, c'est-à-dire avec tous les éléments possibles. Donc vous avez un élément précurseur qui est à 5-10 km du convoi, et qui balise et qui informe le convoi si tout va bien et le convoi avance. Au-delà de revoir la stratégie, Mahamoudou Savadogo rappelle une fois de plus la nécessité de doter les forces de défense et de sécurité de matériel logistique adéquat dans cette guerre stratégique. C'était des gens de peau blanche, tatoués, et qui utilisaient même des chiens, des bergers allemands. C'est des entités assez organisées qui utilisent deux fois la méthode de la guérilla et deux fois la méthode conventionnelle. La méthode conventionnelle, c'est ce qu'ils ont fait à Gaskindé, c'est-à-dire monter une base d'assaut et à partir de cette base d'assaut, attaquer maintenant le convoi. Donc nous avons une guerre asymétrique combinée à une guerre conventionnelle. Et si nous n'adaptons pas notre combat à cela, nous ne pouvons pas gagner ce combat. Pour mener à bien cette lutte contre l'hydre terroriste, la cohésion au sein de l'armée est très importante. En plus d'avoir des chefs militaires pour conduire les troupes au combat, il faut une force spéciale et l'implication de toutes les entités des forces de défense et de sécurité. Les forces spéciales n'ont pas leur place en ville parce que c'est des gens qui sont très bien équipés, aguerris. C'est eux qui ont la meilleure formation. Et aujourd'hui, les groupes armés même nous incitent au contact, au corps à corps. Et qui est mieux préparé pour faire le corps à corps? C'est les forces spéciales. Qui est le spécialiste de traquage? Qui peut traquer les fraudeurs, les trafiquants de carburant de moto? C'est bien les douaniers. Qui sont les meilleurs pisteurs dans les forêts où sont retranchés les groupes armés terroristes? C'est les eaux forêts. On devrait les impliquer dans toute notre stratégie. Face à cette guerre asymétrique, l'expert en sécurité suggère de revoir la formation des officiers. L'objectif en le format, c'est d'abord le format dans le but de mener
mener une guerre, de mener cette guerre. Et après, il y a ce qu'on appelle les applications. Après, lorsque la guerre est finie, ils peuvent aller faire une application, c'est-à-dire compléter sa formation, qui est une formation théorique en ce moment. Et présentement, on n'en a pas besoin parce que les gens qui rentrent dans l'armée, ce sont des gens qui ont des capacités intellectuelles. Et je peux dire même qu'ils ont des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Donc ça veut dire qu'ils assimilent très rapidement et ils sont physiquement aussi aptes. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut renverser la tendance en ayant une administration de guerre. L'expert en sécurité Mahamoudou Savadogo suggère aux autorités de tenir un langage de vérité aux populations, car cette guerre ne pourra se gagner qu'avec une collaboration franche des populations. Dans la suite de ce 20h, les assises nationales auront lieu les 14 et 15 octobre prochains. L'information a été donnée ce 8 octobre dans un communiqué. Selon le communiqué, les assises nationales qui réuniront les forces vives de la nation auront pour objectif d'adopter la charte de la transition. L'administrateur civil Khalifa Rassiré se pose des questions sur l'utilité de ces assises. Il explique que le capitaine Ibrahim Traoré devra opter pour des assises inter-armées nationales dans l'objectif de mettre fin au terrorisme. On l'écoute dans cet extrait. Les organes, c'est évidemment donc la charte, l'Assemblée législative, le Conseil d'orientation, et puis évidemment donc un gouvernement. Voilà, c'est les principaux organes comme ça. Parce que c'est pour construire la légitimité, il faut le dire, et très fortement, toutes les légitimités là, pendant cette guerre, puis après cette guerre, vont se construire à la guerre, sur le champ de bataille. Il n'y a pas d'autre légitimité avant. En temps de guerre, c'est comme ça. Kossam n'a aucun intérêt pour un militaire aujourd'hui au pouvoir. Il n'a aucun intérêt. C'est au champ de bataille que tout se passe. Il peut laisser ses conseils à Kossam, mais lui-même aura intérêt à se promener sur le théâtre, dans les différents recoins du théâtre national. Voilà. Moi, c'est mon point de vue. Les seules assises qui méritent actuellement d'être tenues, ce sont des assises intra-armée nationale, qu'elle soit secrète ou quoi, en tout cas que l'armée puisse tenir ses assises et se concilier avec elle-même. Se donner la main en se disant la vérité, une catharsis d'abord, puis une plateforme de collaboration intime. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que cette armée pourra être en train de travailler correctement. Parce qu'actuellement, il y en a qui combattent, d'autres détruisent, ainsi de suite, on ne peut pas aller. Le 3 octobre dernier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa rencontre avec les secrétaires généraux des différents ministères, a demandé à ces derniers de travailler à mettre fin aux lourdeurs administratives. Sur le plateau du journal du dimanche soir JDS, l'administrateur civil et ancien directeur de cabinet du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Brice-Emmanuel Sawadgo, est revenu sur la question et a apporté des solutions aux problèmes. On l'écoute donc dans cet élément de Serge Kabouri. Les lourdeurs administratives, il faut nous en épargner. Mettre fin aux lourdeurs administratives, c'est le vœu exprimé le 2 octobre dernier par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une réalité à laquelle le citoyen s'est toujours montré impuissant. Et sur la question, l'invité du JDS de ce 9 octobre, Brice-Emmanuel Sawadgo, a estimé que la lourdeur administrative peut se justifier par 3 facteurs humains, matériels et sociologiques. Pour ce qui concerne les facteurs humains, l'administration, c'est un appareil, c'est vrai, mais qui est occupé par du personnel. Ce sont des humains qui travaillent. Vous avez des gens qui sont très bien formés, parfois, et donc qui ont le sens de la responsabilité, qui ont le sens du civisme, qui travaillent donc pour l'intérêt général, comme vous avez également des personnes également qui peuvent être mues par des questions de paresse et autres, beaucoup de laxisme et autres. Il y a ensuite des facteurs matériels. Vous savez, dans nos administrations, vous avez des administrations qui sont très bien équipées, qui permettent donc à des acteurs d'aller très vite avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme vous avez certains pans de l'administration qui sont insuffisamment équipés, qui travaillent toujours avec du matériel très très dépassé. Et à cela s'ajoutent, selon l'administrateur civil, des facteurs liés à la réglementation et aux aspects sociologiques. Parfois, l'agent attend que son supérieur hiérarchique donne son OK, lui aussi il attend que le directeur donne son OK, le directeur attend
que son directeur général donne son OK, que le secrétaire général du ministère donne son OK, afin que le ministre puisse décider. Bon, tout cela nous met donc dans une situation de lourdeur et je crois que pour ça, il faut ce qu'on a appelé donc dans la science administrative la subsidiarité. Enfin, il y a des raisons sociologiques. Vous savez que notre administration est héritée depuis la période coloniale, où ce n'est pas le management qui a lieu, mais surtout un système de commandement. Les gens se sentent dans leur confort et veulent commander. Et pour venir à bout du phénomène de la lourdeur administrative, Bruce Emmanuel Sawadgo préconise une formation continue des agents et une délégation des pouvoirs de prise de décision. Il faut une dose de formation pour les agents. C'est l'un des facteurs principaux. Je crois que la plupart des agents qui sortent de nos écoles de formation n'ont pas de formation continue. Il faut les former de sorte à ce qu'ils soient beaucoup plus efficaces et qu'ils soient à même de répondre aux exigences du moment. J'ai parfois comme l'impression que la société a évolué plus que notre administration. Vous avez des informations qu'on voit sur les réseaux sociaux et l'administration tarde même parfois à réagir. Ensuite, il faut déléguer au maximum les prises de décision. Ce qui est beaucoup plus important également, il faut un système de suivi-contrôle. Il faut que nos inspections soient à la tâche. Toutefois, la réduction de la lenteur administrative n'est pas sans inconvénients, notamment sur les questions de dépenses et de finances publiques. Quand vous voulez aller vite sur ces aspects, et bien sûr, on va avoir des soupçons de corruption et tout cela. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est le contrôle également a posteriori. Okay. Au lieu de faire un contrôle a priori, il faut laisser peut-être l'agent exécuter sa tâche et après maintenant faire un contrôle a posteriori. Mais il y a des aspects sur lesquels il faut rester très ferme, surtout pour ce qui concerne les dépenses publiques, mais pour ce qui concerne la papyrasserie administrative, je crois que rien ne nous empêche, en ce 21e siècle, d'aller très vite dans ce domaine-là. À l'endroit des secrétaires généraux des départements ministériels qui ont reçu l'ordre d'aller un peu plus vite, l'administrateur civil Bruce Emmanuel Sawadgo recommande de s'entourer de compétences diversifiées avant la prise d'un acte quelconque. Journée mondiale de la santé mentale, elle est célébrée chaque 10 octobre. À l'occasion, on aborde un problème de santé très souvent qualifié de maladie de blanc. La dépression est une réalité au Burkina Faso et plusieurs personnes en ont souffert. Elle naît d'une blessure intérieure due à un deuil, un échec scolaire, un cadre de travail stressant, un chagrin d'amour, un premier accouchement ou bien d'autres difficultés de la vie. L'OMS révèle que la dépression est la première cause d'incapacité dans le monde. À Ouagadougou, des personnes qui souffrent de cette maladie ont accepté de se confier à nos reporters. C'est dans ce dossier de Sonia Kopti qu'on regarde ensemble. Cyril Bado est entrepreneur avec, on pourrait le dire, l'apparence de la réussite moderne. La maladie dont il a souffert, la dépression, souvent familièrement qualifiée de maladie de blanc, mais qui est pourtant une réalité au Burkina et gagne toute personne en dépit de ses origines et de son statut. Après les réseaux sociaux, l'entrepreneur expose ici la période sombre qu'il a vécue pendant plus de 2 ans à la suite de plusieurs événements douloureux. En 2012, j'ai eu une déception amoureuse qui m'a très touché et j'étais quelqu'un de vraiment abattu, morose. J'avais des pensées vraiment très noires. J'en voulais beaucoup au monde. Point culminant de tout ça, une grosse perte financière de plus de 21 millions. J'ai dû fermer mon entreprise. Mais je n'avais jamais pensé que c'était une dépression. La dépression est un trouble mental courant qui s'attaque à l'humeur en général, avec des manifestations physiques dans certains cas. Elle est la première cause d'incapacité dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, avec plus de 300 millions de personnes touchées. Parmi les signes qui augurent d'une dépression, il en faut au moins 5 pour poser un diagnostic. Le sentiment de fatigue, de perte d'énergie, pas de goût, de vide, qui sont très importants. Ces 5 signes qui sont présents peuvent être différents selon le type de dépression. Le traitement de la dépression dure 3 à 6 mois et selon le décret de mal-être du malade, peut passer par des psychothérapies.
Face à un psychologue dans les cas légers, le patient bénéficie d'une oreille attentive et professionnelle qui l'accompagne dans l'exploration de ses souffrances émotionnelles. On va creuser sur la petite enfance parce qu'il y a quelque chose de très important qu'on appelle le style d'attachement, qui est toute la partie de la petite enfance ou l'identité. Au moment où nous la rencontrons, Yvonne Ouattara reçoit l'une de ses patientes qui est suivie depuis près de 2 ans. Des symptômes somatiques et des débordements émotionnels sont à la base de la situation dépressive de la jeune dame. On a été loin, on a été dans l'enfance, dans l'adolescence. Je n'avais pas fait le lien d'être avec mes émotions et les insomnies, voilà, et les émotions et la prise de poids. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur comment fonctionne mon corps, mes émotions. Ça fait de moi une autre personne et une personne que je pense que mon entourage préfère. Dans les cas d'état dépressif grave, le psychologue oriente le patient vers un psychiatre. Ce dernier, en plus de la psychothérapie, procède par un traitement médicamenteux. Il est également possible de consulter directement le psychiatre. Si c'est une dépression profonde, sévère, c'est tout de suite une hospitalisation qui est indiquée. Mais c'est une dépression moyenne. Généralement, le malade est suivi en ambulatoire. Et quand c'est une dépression légère, c'est également un suivi en ambulatoire. Les spécialistes de la santé mettent un accent particulier sur l'importance de l'entourage du patient dépressif. Un entourage qui, bien souvent, est en décalage avec les réalités vécues par le malade. Il est important que la personne soit bien accompagnée, même pour faire des choses simples du quotidien. Amener la personne à manger, à boire, à aller faire une promenade. Donc, amener la personne à vivre. À un moment donné, la souffrance peut être telle que la personne se dit si je me suicide, ça va finir. Au Burkina, les résultats de la plus récente enquête engagée en 2021 sur la dépression n'ont pas encore été rendus publics. Mais une étude menée plus tôt en 2015 par le ministère de la Santé et ses partenaires prenait en compte pour la première fois la population générale âgée de 18 ans et plus. La dépression, c'est à peu près 12%. Le premier trouble mental au Burkina Faso. Et dans les 12%, vous aurez à peu près 2/3 de femmes. Et quand on prend la population générale, elle est encore beaucoup plus fréquente chez les femmes et les hommes mariés. Ces chiffres sur la dépression peuvent être jugés importants, mais les spécialistes de la santé confient que cette maladie est la plus acceptée des maladies mentales, si bien que certains patients disent souffrir de dépression, même dans le cas de maladies mentales plus graves telles que la bipolarité ou la schizophrénie. Toutes les maladies mentales prises en compte en 2015, les chiffres issus de l'enquête étaient de 41,43%. Collecte de vivres au profit des populations de la ville de Djibo, le directeur général de Trui TV et Watt FM répond à l'appel d'action humanitaire lancé sur les réseaux sociaux pour ravitailler cette ville en denrées alimentaires. Yamale Frédéric Somé, à sa façon, a apporté son soutien à cette initiative le dimanche 9 octobre 2022. Précision donc avec Fatima Tanikima dans ce téléma. La ville de Djibo est en proie à une crise alimentaire sans précédent depuis des mois. Une situation qui s'est aggravée ces derniers jours avec l'attaque du convoi de ravitaillement à Gaskindé. C'est ainsi qu'est née l'initiative Sauvons Djibo ensemble. Lancée sur les réseaux sociaux, elle s'est concrétisée dans plusieurs villes du Burkina Faso, dont Ouagadougou. Et c'est la maison du peuple de Ouagadougou qui a reçu les donateurs, parmi lesquels le directeur général de Trui TV Watt FM. Occasion pour Yirmale Frédéric Somé de saluer cette initiative de collecte de vivres. J'encourage vraiment toutes les bonnes volontés à pouvoir faire autant. Et donc, je pense que c'est dans la difficulté, lorsqu'on montre des actions de solidarité, qu'ensemble nous pourrons vaincre nos difficultés et puis redevenir encore ce peuple que nous étions il y a de cela 15 ans, 20 ans en arrière. Et nombreux sont les Burkinabés qui ont laissé parler leur cœur. Cela à travers des dons de vivres. Les promoteurs, eux, se disent satisfaits de la mobilisation des Burkinabés autour de cette cause. On est vraiment très touchés par le patriotisme des Burkinabés et à venir faire un geste pour accompagner nos frères et sœurs déplacés internes. On se rend compte en réalité que les gens apportent ce qu'ils peuvent. Et c'est vraiment formidable et c'est magnifique. La collecte qui devait prendre fin le dimanche 9 octobre s'est prolongée jusqu'au lundi 10 octobre sur le site du CIAO. L'étape suivante est de se référer aux autorités compétentes qui seront chargées d'acheminer les vivres aux populations de Djibo.
Culture dans ce journal, l'artiste rappeur burkinabé Prince Mike a tenu une conférence de presse dans la soirée du 8 octobre 2022 à Ouagadougou et c'était à l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Catharsis. Ce deuxième album composé de 14 titres a été présenté au cours d'un concert dédicace. L'artiste entend à travers cet album soigner les maux existentiels des mélomanes. Alors maintenant la découverte de cet album avec Michael Tougré. Avec son premier tube solo, Prince Mike est de retour sur la scène musicale avec son deuxième album intitulé Catharsis. Cet album est composé entre autres de titres comme Acapera, Des tonnes de I Love You, Que du bonheur, Vieillis ensemble et Catharsis. J'en ai connu des défaites. Et puis là, je suis là, je cours. Je dis comment est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser échapper cette mélodie-là. Je vais dans un coin. Heureusement que les portables ont des dictaphones maintenant. Je me rappelle comment on a galéré en son temps. Tu as des mélodies, il faut une radio cassette, souvent ça n'enregistre même pas, et puis la mélodie s'en va, et puis tu sais même pas. Là, j'ai pu capturer cette émotion-là, cette air-là, et j'ai appelé directement à Bazan. Je dis allô, c'est pas une urgence, mais c'est quelque chose de très bon. Le titre Catharsis, titre éponyme de l'album, égrène des combats de l'artiste, sa passion pour la musique. L'objectif de cet album est bien défini, entraîner les mélomanes dans un envol cosmique. Prince Mike joint l'utile à l'agréable en faisant un savant mélange de textes poignants, le tout dans une sonorité musicale captivante. Selon l'artiste, Catharsis est une thérapie musicale dont l'écoute pense un tant soit peu les douleurs du quotidien. Catharsis parce que j'estime que on a une société qui a besoin de communier, autour de cadres qui permet à chacun de s'exprimer. Parce que souvent il y a beaucoup de problèmes qui arrivent parce que beaucoup de personnes sont bâillonnées, n'arrivent pas à évacuer les émotions. Et quand on a beaucoup de désirs refoulés qui restent en nous, après, quand il faut agir, c'est souvent pas beau à voir. Et donc dans l'album Catharsis, j'ai exprimé mes émotions, j'ai exprimé mes états d'âme. Et comme ça a été conçu par le philosophe Aristote, quand vous voyez une catharsis au théâtre, lorsque les acteurs jouent, le public qui est là, à travers les scènes, que ce soit des scènes pacifiques, des scènes violentes, des scènes d'amour, s'exprime. Alliant avec brio son travail à la musique, l'artiste continue à écrire des textes et à se produire sur les scènes afin de vivre sa passion de la musique. Après son premier album, Littérature, en 2019, l'album Catharsis a été enregistré de 2020 à 2022. Et pour terminer, football, le championnat national Ligue 1, enfin une victoire pour le RCK et le coach Amadou Sampo. Le champion en titre a dû attendre sa troisième sortie pour signer sa toute première victoire de la saison et c'était face à l'ASEC de Koudgou. Un match joué ce 9 octobre au stade municipal dans le cadre de la 4e journée du championnat national. On notera également que cette rencontre était émaillée de plusieurs décisions arbitrales controversées. Le résumé du match avec John William Sonda. Amadou Sampo peut faire son spectacle. Son équipe a été obligée de puiser au fond de ses ressources pour venir à bout de l'ASEC de Koudgou lors de la 4e journée de la Ligue 1. Une rencontre engagée, mais surtout gâchée par la prestation plus que catastrophique de l'arbitre Jean-Paul Kabouré, sorti du terrain sous forte escorte des forces de l'ordre. Dans ce choc entre le leader et le champion sortant, il n'y a pas de rang d'observation. Les commerçants de Koudgou tentent Babayourou de loin, mais le portier international reste vigilant et claque en corner. Dans l'autre surface, c'est Abouakar Sidiki Traoré qui se montre gourmand et oublie de servir ses partenaires. Quelques minutes plus tard, Dramane Kambou voit son coup franc passer devant les cages du portier de l'ASEC. Si Babayourou Sawadogo a l'opportunité de s'essayer sur coup franc dans les dernières secondes de la partie, les deux formations regagnent les vestiaires sur un nul blanc. En seconde période, les premières alertes sont à l'actif de l'ASEC, mais Mohamed Koulibaly se déchire complètement au moment de frapper. Le RCK, qui a compris, répond pas à Abouakar Sidiki Traoré, mais la passe en retrait de ce dernier ne trouve personne. Dans cette partie un peu trop engagée, le RCK passe tout près d'obtenir un pénalty sur cette sortie du portier de l'ASEC. L'arbitre ne bronche pas. Le club de la Cité du Cavalier Rouge perdra son portier dans la foulée, évacué sur civière. Dans ses premières minutes, Hamza Ganame, le portier remplaçant de l'ASEC, est sauvé par sa transversale après un coup franc de Dramane Kambou. Mais alors que l'on se dirige vers un nul, le Rail trouve la faille à la 87e minute sur une action qui fera certainement parler. Suivez plutôt.
Faute ou pas, l'arbitre valide le but et le RCK en profite pour empocher les 3 points de la mise. Le contact entre Salif Convolbo et Aboubakar Ouedraogo paraît limite, mais l'arbitre Jean-Paul Kaboré laisse jouer. De quoi susciter de la colère du côté du coach Bourema Kaboré de la SEC de Koudougou. L'assistant numéro 1 était devant moi. Et il a commencé à dire faute. Voilà bilan. Il dit faute. L'arbitre n'a pas sifflé la faute. Mais il dit mais pourquoi? Tu es l'assistant numéro 1, tu as vu une faute? Mais tu pas l'arbitre? Bon, écoutez, on ne peut pas évoluer dans ça là. C'est pas possible. Ils vont en campagne africaine, il faut les aider sérieusement. Et c'est ça là. C'est une victoire pour eux. Peut-être même ils ne sont pas contents. Mais aujourd'hui, dans des conditions difficiles, on vient jouer un match difficile. C'est difficile pour tout le monde. Ouais. Je protestais parce que j'ai dit à mes joueurs depuis mercredi, ce match est faussé dès le départ. Si on vient, on va perdre le match. Et on a dit aux dirigeants, c'est même pas la peine qu'on joue. Laissez, ils vont signer forfait et puis ils vont aller jouer le match tranquillement. Après un début de saison au trot, le RCK connaît enfin le goût de la victoire. Un résultat que les joueurs sont allés chercher. Oui, on a pris jusqu'au bout. On savait qu'on jouait avec le leader et qui a décidé aujourd'hui de mettre la densité dans son camp en procédant par des contre-attaques. Voilà, ça nous a créé des problèmes et c'est le mal aussi pour nous, voilà, de pouvoir placer les attaques parce qu'on n'a pas été patient, ce qui fait qu'en premier mi-temps, il y a eu beaucoup de pertes de balles. Et voilà, en deuxième mi-temps, on savait qu'on allait relever un peu. Quand vous regardez en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de situations chaudes pour pouvoir marquer. On n'a pas pu concrétiser. Le Sali est venu à la dernière minute, ça montre que c'est une équipe mentalement qui est prête. Si la SEC voit Salitas et l'AS Douanes fondre sur elle au classement, elle reste néanmoins sur le podium pour le RCK. L'occasion est bonne pour se glisser dans le ventre mou du classement et de bien préparer le match de Ligue des Champions contre le Vita Club de Kinshasa à Cotonou le 16 octobre prochain. 20h, merci de l'avoir honoré. On se retrouve demain 20h Dieu voulant pour notre édition. D'ici là, portez-vous bien et très belle semaine à toutes et à tous. Bonsoir.